Bienvenue monsieur, asseyez-vous là, voilà, là, au milieu, la place que vous préférez. Écoutez, bonjour à tous, bonjour monsieur Barouin. Nous sommes ravis que vous nous fassiez l'honneur de votre présence aujourd'hui à la Toulouse Business School. La semaine dernière, nous avons reçu monsieur Apparu, porte-parole de monsieur Juppé, et aujourd'hui c'est votre tour en tant que représentant de monsieur Nicolas Sarkozy. Effectivement. En cette période de primaire de droite et du centre, comme nous l'a gentiment fait rappeler notre candidat, enfin notre invité de la semaine dernière, on assiste à un véritable défilé, notamment de personnalités de droite, et donc pourrait être taxé de manquer de diversité parmi nos invités politiques. Pourtant, c'est pas faute d'avoir essayé. Monsieur Montebourg pourra en témoigner. À moins qu'il n'ait pour la 13e fois en moins d'un an un impromptu impondérable, l'obligeant à annuler. Ça c'est vrai, mais commençons par la primaire, veux-tu? Alors la primaire qui déchaîne les foules. 5% des électeurs des Français en âge de voter sont attendus aux urnes pour choisir donc leur prochain président, leur prochain candidat. Ouais, Pardon. Non, pas d'amalgame. Non, en effet, mais il faut quand même reconnaître que même au sein des primaires de droite, il y a différentes catégories. D'un côté, on a la Ligue 2, avec, sans manquer de respect à personne, monsieur Hervé Mariton, monsieur Jean-François Poisson. On a ensuite Jean-Frédéric Poisson, pardon. La Ligue 1 avec des challengers comme Nathalie Kosciusko-Morizet, monsieur François Fillon, Jean-François Copé, Bruno Le Maire. Mais là, on est dans la cour des grands. Là, on est en Champions League avec monsieur Sarkozy et monsieur Juppé qui font la course en tête depuis le début de cette campagne. Tout à fait, Rémi. Merci pour cette magnifique comparaison footballistique. Mais si vous le voulez bien, monsieur Barouin, on va commencer par vous et le début de votre parcours. Donc, dès le début de votre vie politique, vous avez été soutenu par monsieur Nicolas Sarkozy, il me semble. Que l'on ait mesuré l'ampleur du phénomène de la pomme dans les campagnes, dans les provinces, dans les banlieues, dans les meetings, on doit la vérité de reconnaître que non. Mais au fond, c'est un produit du terroir pour un homme de terrain, et que la pomme donne la pêche, c'est pas si mal comme message politique. Et c'est nul de vous. Chacun a sa saveur. Attends, Théodore, mais je crois avoir lu porte-parole de monsieur Chirac. Oui. Annule tout, là. Oui, c'est ma faute, c'est ma faute. Enfin bon, je crois qu'il me semble qu'ils sont tous les deux de droite et qu'ils ont toujours entretenu une relation plutôt cordiale, je me trompe? Cordiale, c'est quand même difficile, on va dire. Ils sont loin de s'apprécier, parce que rappelle-toi la dernière envolée lyrique de monsieur Chirac à propos de monsieur Nicolas Sarkozy. Sarkozy, il faut lui marcher dessus, et du pied gauche, ça porte bonheur. Je suis pas sûr qu'on puisse vraiment appeler ça une entente cordiale. Alors pour la petite anecdote, ça viendrait d'une rancœur alimentée depuis les campagnes de 95 où Sarkozy soutenait Balladur plutôt que Chirac à cette période. Une rancœur? T'as parlé de rancœur? Mais c'est bien que ça n'existe pas en politique de la rancœur. Je suis certain que M. Baron ici présent ne soutient absolument pas M. Sarkozy pour une quelle rancœur de 95. Attends, tu sous-entends quelque chose là? Comment te dire? Je vais t'expliquer. C'est encore une fois en 95. Monsieur Juppé est donc nommé Premier ministre et vous, Monsieur Baron, êtes nommé porte-parole du gouvernement. Cependant, 6 mois plus tard, celui-ci vous révoque de ce dernier et c'est pas fini. Et non, c'est pas fini. En 2011, lors de votre nomination en tant que ministre de l'économie, Monsieur Juppé vous fait remarquer, je le cite, vous n'aviez pas la carrure pour ce poste. Alors, un commentaire qui peut en effet alimenter une certaine rancœur, je vous l'accorde, mais attendez, on m'annonce l'arrivée d'une personnalité parmi nous. Oui, bonjour. Oh! Bonjour. Bonjour. Dites pas de mal de mon François, hein. Bonjour, monsieur Tallet. Bonjour, monsieur Sarkozy. Bonjour, monsieur Cohen. Monsieur Sarkozy. Bonjour, François. Bon, je me permets d'intervenir pendant ta conférence, François. Enfin, pas Hollande, hein, François Barouin. Soyons sérieux. Tu sais, François, c'est pas la première fois que je fais un TBS. J'étais déjà venu pour la conférence de notre ami Jean-François Copé. Jean-François, pour qui j'ai beaucoup d'estime, et si tu nous regardes, Jean-François, je t'embrasse. Mais bon, François, j'ai pas trop de soucis pour toi. Pendant la conférence, les 2 personnes qui vont t'interviewer, qui ont fait ton édito, je les connais bien, c'est des amis à moi, ils sont sympas. Et puis le public de TBS, c'est un très bon public, pose des bonnes questions, ils sont attentifs, donc pas trop de soucis pour toi. Mais bon, redevenons sérieux un peu, François. J'ai une question simple pour toi, et tu vas me répondre, les yeux dans les yeux. François, ça va clôturer mon intervention, je te promets. François, pourquoi tu m'as choisi, moi?
Merci Julien pour cette magnifique prestation. Mais juste avant de répondre à cette question, on souhaitait revenir un peu sur votre parcours. Donc tout d'abord, vous êtes diplômé d'un master de défense ainsi que d'un master, attention, des sciences de l'information et des bibliothèques. Master, j'en suis sûr, un peu plus clair pour la plupart d'entre nous. J'ai quand même fait une petite recherche Wikipédia. Et donc le but de ce master, c'est retrouver la bonne information pour la bonne personne au bon moment. Capacité, il me semble, très recherchée dans les affaires judiciaires. Donc je crois votre candidat est un habitué. C'est le moins qu'on puisse dire. Pour continuer, vous étiez député de la 3e circonscription de l'Aube entre 1993 et 2014. Vous êtes sénateur depuis lors. Vous étiez président des maires de France. Vous êtes président, des maires de France depuis 2014. Et vous êtes maire de Troyes depuis 1995. D'ailleurs, je me rends dans votre ville prochainement. Vous auriez un bon plan à Troyes à me conseiller ou... Merci Rémi pour cette blague un peu. Pardon, excusez-moi. On en parlera après. Enfin, vous avez été, attention, accrochez-vous bien, je vais le faire en un seul souffle. Ministre de l'Outre-mer, ministre de l'Intérieur et de l'aménagement du territoire, ministre du Budget, des Comptes publics, de la Fonction publique et de la Réforme d'État, porte-parole du gouvernement sous le gouvernement de Juppé 95 et sous Fillon 2010. Et enfin, ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie. Conclusion de cette énumération. Vous êtes le petit jeune de la politique et il ne manque plus que le ministère de l'écologie pour compléter votre collection, à moins que celui-ci soit supprimé par M. Sarkozy si jamais il était élu. Exactement, Théodore. Mais écoutez, Monsieur Barouin, on sait que cet édito a pu être un peu piquant, mais quoi qu'il en soit, on tenait sincèrement à vous remercier de votre présence aujourd'hui à TBS, remercier notre président aux premières loges aujourd'hui, remercier toute l'administration qui nous a permis d'organiser cette conférence, tout le public évidemment, et Julien pour sa très belle performance. Merci à tous, place à l'interview. Votre micro. Alors, est-ce que vous voulez peut-être réagir à l'édito, répondre à la question de Julien, de Nicolas, pardon. Voilà, allez-y. Non, mais d'abord, merci de votre invitation. Bravo pour vos talents pluriels. Je posais la question de savoir s'il avait un coup d'œil différencié sur d'autres candidats. Je pense que ce serait pas mal. En tout cas, c'était vraiment sympathique. Non, j'ai pas grand-chose à dire. C'était très bien. Ça fait un peu peur, toutes ces images du passé. Et la pomme de Chirac, oui, c'était assez sympathique. Non, pour le reste, je suis à votre disposition. Je suis heureux d'être là et ça me fait plaisir de discuter avec vous. Et casser l'ambiance, je me suis pas grave. Donc, Monsieur Barouin, si ça vous va, on va commencer par le thème de l'économie. Alors, je vais commencer par citer Monsieur Sarkozy, qui avait dit « Toute notre politique économique devra désormais être focalisée pour et sur les entreprises. Ce sont elles qui créent des emplois, sont elles qui doivent constituer la priorité des priorités. » Donc, M. Sarkozy souhaite donc la facilitation des conditions du licenciement économique. Dans un pays qui, je le rappelle, connaît plus de 3 millions de chômeurs, près de 25% chez les jeunes de moins de 25 ans, quels sont vos arguments pour défendre une telle mesure ? Bon, d'abord, je vous rappelle qu'on est à quelques encablures d'un débat qui s'est terminé sous un gouvernement de gauche et qui a essayé de faire passer par le 49.3 une loi El Khomri qui allait beaucoup plus loin que la proposition de Nicolas Sarkozy en la matière. Ensuite, vous êtes ici à Toulouse, où il y a une école économique formidable qui a produit un prix Nobel, qui s'appelle Jean Tirole, et qui a lui-même développé un argument sur la relation qui doit exister entre la baisse du coût du travail, l'augmentation de la compétitivité des entreprises, et le lien direct entre la baisse du coût du travail et l'évolution des licenciements, puisque le projet de Jean Tirole en la matière, c'est d'effectuer une espèce de bonus-malus, c'est-à-dire d'établir en profondeur une baisse du coût unitaire du travail global, c'est-à-dire une baisse des charges, des cotisations patronales et salariales, et qui ensuite permettrait d'être amplifiée selon le degré de licenciement. Au fond, ce qu'il faut dans la proposition qui est portée par Nicolas Sarkozy, c'est d'intégrer cette faiblesse française, le coût du travail trop élevé. Nous l'avions tenté quand j'étais ministre des Finances, puisqu'on avait fait voter la TVA sociale quelques mois avant la présidentielle. Le président Hollande, dont j'attends avec beaucoup d'impatience la caricature que vous en ferez, car je pense qu'il y a matière à dire sur beaucoup de sujets, a éliminé cela un peu par idéologie, pour ensuite demander à M. Gallois de commettre un rapport. Le rapport a été dans le sens, il y a un problème du coût du travail dans notre pays. Le gouvernement Ayrault met en place un CICE, le crédit impôt compétitivité pour les entreprises.
augmente la TVA un an après pour, au fond, n'avoir qu'une faible efficacité. Je pense qu'il y a aujourd'hui un consensus sur la nécessité de baisser le coût du travail, d'offrir le plus possible de liberté dans le choix des entreprises à définir leur cadre horaire et leur cadre hebdomadaire. On en discutait tout à l'heure avec Laurence Haribagé dans une entreprise qui travaille pour Airbus et qui fait des pièces de titane. Et ensuite, soutenir et créer de l'investissement. Voilà, c'est ça le chemin de la création de l'emploi. Le projet n'est pas de supprimer des emplois, le projet est d'en créer. Merci. Je vais poursuivre avec la deuxième question. Donc, pour appuyer votre propos, vous remettez en place des réformes que vous avez faites en 2007. IDEST, au lieu de baisser les charges sur les salaires, vous défiscalisez les heures supplémentaires. Cela n'a pas vraiment été concluant il y a 10 ans. Pourquoi cela marche aujourd'hui ? C'est faux de le dire comme ça, et c'est faux de dire que ça n'a pas été concluant. Ça a permis à 9 millions de personnes de gagner entre 50, 80, parfois 200 euros de plus défiscalisés. Et il suffit de voir l'impact économique que ça a eu, en micro comme en macroéconomie, puisque vous êtes dans une grande et belle business school, vous êtes dans les 10 premières, vous êtes la future élite de la France, donc c'est important d'être précis sur les chiffres. Il y a eu un impact sur la consommation, il y a eu un impact sur le pouvoir d'achat, dans la mesure de la suppression de la défiscalisation. Au contraire, c'était un élément utile, politiquement efficace, qui a permis d'éviter de se prendre de plein fouet les syndicats sur la problématique sociale tendue, un peu totémique des 35 heures, et en même temps d'ouvrir le jeu sur le soutien au pouvoir d'achat dont les Français ont bien eu besoin. J'ajoute, pour être tout à fait complet, qu'il y a eu une crise mondiale qui n'a pas de précédent depuis 1929, que nous avons portée avec 3 répliques, une en 2008, une en 2009 et une en 2011. Et au sein de cette réplique, la plus importante après les Man Brothers en 2009, la récession économique mondiale a été de l'ordre de moins 5%. En Allemagne, ils ont été à moins 4%. En France, on a été autour de moins 3%. C'est beaucoup. Mais si ça a tenu mieux qu'en Allemagne, mieux qu'aux États-Unis, évidemment mieux qu'en Grande-Bretagne, et naturellement mieux que dans l'immense majorité des économies de l'Union européenne, c'est parce que le moteur de la consommation a tenu. C'est l'un des piliers du moteur économique de notre pays. Et si la consommation a tenu, c'est que le pouvoir d'achat a été soutenu, les minima sociaux ont été protégés, et l'affaire de la défiscalisation a permis justement de mieux passer la crise que les autres pays. J'espère vous avoir convaincu. Vous avez parlé de la CICE, donc le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi. Ça me permet de rebondir dessus. Monsieur Nicolas Sarkozy souhaite doubler les sommes allouées à ce CICE. Petit rappel d'ailleurs, cette mesure a été mise en place par Jean-Marc Ayrault, de gauche. Et donc, Monsieur Sarkozy se réapproprie cette idée de gauche. Comme quoi, la gauche, c'est pas que... voilà. C'est donc... pas que quoi. Non mais si, allez-y, poursuivez votre idée. Là, ça devient intéressant. Ah oui. Ce n'est pas que critiquable. Voilà. Enfin, pouvez-vous expliquer l'intérêt de cet impôt, où trouver l'argent pour doubler justement les sommes allouées, et quel intérêt à terme de l'extension de cette mesure ? Alors, voilà, là aussi, je pense qu'il faut être précis, si vous me le permettez. Il ne s'agit pas de doubler uniquement le CICE, il s'agit de supprimer le CICE pour mettre dans la loi et en dur un volume global de baisse du coût du travail, c'est-à-dire la suppression des charges qui pèsent jusque sur la totalité du SMIC, plus 1,6 SMIC sur une ampleur de l'ordre de 34 milliards. Pourquoi ? Parce que le CICE est en réalité un crédit d'impôt, c'est donc un outil fiscal dans la main de Bercy et de l'administration fiscale. Ça ne donne pas de garantie de durée de vie dans l'hypothèse, par exemple, d'un changement de législature. Et pour soutenir l'économie et lui redonner de l'élan, il faut restaurer la confiance. Et la confiance essentielle vis-à-vis des entreprises, c'est la stabilité fiscale, c'est la stabilité des choix politiques et c'est l'inscription dans la durée de garantie d'un projet où l'État ne va pas modifier sa parole du jour au lendemain. Le CICE, c'est pas une idée de gauche, c'est une idée produite par M. Gallois dans un rapport que j'évoquais tout à l'heure, qui n'est qu'à la reprise, pour le coup maladroite, de la TVA sociale, qui avait plus de lisibilité, plus d'énergie et plus de, me semble-t-il, d'efficacité, même si on n'a pas eu le temps de voir l'efficacité de cette TVA sociale. Ensuite, sur les 34 milliards et comment on le finance, on le finance par un coût global de réduction de dépenses publiques à l'échelle de la législature, à hauteur de 100 milliards, pour une large part financée par des éléments techniques sur revisiter tout ce qui est glissement, vieillesse, technicité, jour de carence, etc. dans la fonction publique, et par une gestion des effectifs au niveau de l'État et au niveau des collectivités territoriales de l'ordre de 300 000. Un poste de fonctionnaire supprimé, sachant qu'un poste de fonctionnaire créé, c'est le fonctionnaire arrive à 25 ans, il sort à 62 ans, il a encore 20 ans d'espérance de vie, le coût budgétaire est entre 1,5 million à 1,8 million. Quand vous créez 60 000 postes, vous entraînez l'État dans son énergie et son inertie sur ce cycle de vie de l'ordre de 120 milliards. Quand vous supprimez 150 000, c'est-à-dire le double en termes de suppression
que ce qui a été en augmentation sous la présidence Hollande. Vous avez un potentiel de libération d'énergie à travers cette contrainte des dépenses publiques qui fait qu'on n'aura aucun problème pour financer ce projet. D'accord, très bien, merci beaucoup. On va passer au second thème, qui est donc l'immigration. Je prends le compliment pour ce qu'il a, c'est le ton que j'apprécie. C'est le thème, j'en ai rien à foutre. On reviendra si on a le temps, parce voilà. qu'on a aussi des choses à dire, mais il faut qu'on avance. Allez-y, Mais allez-y. on ne peut pas rebondir sur chaque question, malheureusement. Non, mais d'accord, mais vous m'emmenez sur ces terrains-là, ça vous apprendra. Voilà, Ouais. Bon, on a le temps de faire une remarque, je pense qu'on va assez vite. Moi, je veux juste revenir sur la question que je vous ai posée. Donc, ça n'a pas marché il y a 10 ans. Je faisais plutôt référence sur les emplois qui n'ont pas été créés. Il y a un rapport qui a été publié comme quoi, effectivement, ça augmentait le pouvoir d'achat, mais ça n'a pas créé d'emplois. Et je revenais aussi sur votre seconde remarque qui était donc l'économie en France, qui a mieux résisté que les autres pays, notamment les autres économies occidentales. Je ne vais rien vous apprendre là-dessus, mais vous savez très bien que la France est moins sensible à la conjoncture économique, notamment due à son régime social qui est donc plus protecteur, mais qui donc est aussi plus compliqué à faire redémarrer. c'est pas tout à fait exact. Alors, si vous le permettez, mais on peut avoir des discussions de spécialistes. Le moteur économique ou les moteurs de l'économie, c'est la consommation, c'est l'investissement, c'est l'innovation, la recherche. Le modèle social et les minima sociaux, tous les pays ont fait d'autres choix. Je vais vous donner un exemple. L'Allemagne, au moment de 2009, a choisi de supprimer 50% des indemnités chômage et de diminuer de 25% le poste affecté à l'équivalent Pôle emploi. Donc on peut faire des choix sociaux différents. Mais nous, gouvernement de droite, au cœur de la crise, on a choisi de protéger les plus démunis. Et ce qui a soutenu la consommation, c'est pas la préservation des minima sociaux, c'est bien la défiscalisation des heures supplémentaires, puisque c'était du net-net, et c'est ça qui a contribué à l'augmentation du pouvoir d'achat, à la tenue du revenu et donc à la tenue de la consommation. Mais j'en discute autant que vous voulez, le temps que vous souhaitez, et quand vous voulez, ici à Toulouse ou ailleurs. Pour finir rapidement. Mais du coup, sur cette question, justement, le coût de la défiscalisation des heures supplémentaires, c'était 2 milliards. Vous pensez vraiment que 2 milliards, ça a permis de soutenir la consommation en France? Je pense que c'est plutôt dû aux minima sociaux qu'on a préservés et du coup au fait que les gens pouvaient continuer à consommer. Vous pouvez maintenir cette position, je ne la trouve pas sérieuse. Poursuivons la conversation et allons un peu plus avant. Sur les 9 millions de personnes, ça n'a pas été 2 milliards. Ça a été de l'ordre de 4 fois plus, et c'est bien le 4 fois plus d'augmentation du pouvoir d'achat qui a permis de soutenir la consommation. Et j'ajoute, une fois encore, que lorsque nous avons engagé, par exemple, la réforme des retraites, autre sujet polémique entre nous certainement, ça nous a permis de sauver le système par répartition, et là aussi de soutenir un trend d'économie où, si on lit tous les items de 2008, 2009 et 2011 jusqu'à la fin du mandat de Nicolas Sarkozy, en comparaison par rapport aux autres économies, vous pourrez me parler de la dette, je vous dirais que oui, la dette française a augmenté de 20%, mais vous regarderez la dette allemande, vous regarderez la dette britannique, vous regarderez la dette américaine, il s'est donc bien passé quelque chose. On a mené tous la même politique de soutien à l'activité économique par de la perfusion publique et de la dépense publique qui a aggravé la dette, qui a structuré des déficits. Mais s'il y a une économie qui s'en est le mieux sortie, c'est par des choix de soutien à l'activité économique et de la préservation, non pas de pouvoir créer des emplois dans la pire crise économique financière. Quelle est l'économie qui, dans cette période, a créé des emplois? Dites-le moi, aucune. On a essayé d'éviter d'en détruire, et cette mesure de défiscalisation a non seulement soutenu la consommation, et a évité de détruire des emplois. Très bien, passons au second thème. Donc, on constate de grosses... questions là-dessus, non? Ouais, je pense qu'ils en auront d'autres, mais on passera quand ça sera leur tour. On constate de gros écarts entre vos idées et celles de M. Nicolas Sarkozy. Sur le débat de l'identité nationale, défendu corps et âme par celui-ci, vous dites qu'il flatte les bas instincts. Sur la ligne du Nini, vous souhaitez, je cite, revoir cette affaire. En résumant, vous êtes plutôt de centre-droit, il me semble, alors que M. Nicolas Sarkozy défend une ligne bien plus dure. Et même si, bien entendu, j'en ai conscience, on ne peut pas être d'accord à 100% avec quelqu'un, mais remarque concerne des questions illogiques de fond, comment gérez-vous ces différends? Très bien, je vous remercie. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je suis son représentant aujourd'hui. Alors, c'est pas tout à fait exact. Je suis gaulliste. Non, mais j'essaie d'apporter quelques codicilles à votre réflexion, et puis ça vous permettra d'avoir ensuite un portrait fidèle de la réalité de ce parcours. Je suis gaulliste. Je suis pas centre-droit, je suis pas démocrate chrétien. Je suis gaulliste. Je suis d'une famille qui, pour une partie, était au Parti socialiste et une autre partie d'un attachement profond et puissant au général de Gaulle. J'ai la chance, j'ai l'honneur d'avoir hérité à la mort de mon père d'un fanion de la voiture du général de Gaulle avec la Croix de Lorraine.
Et le gaullisme, c'est un attachement à l'État, c'est une certaine idée du pacte républicain, une certaine vision de la France dans le monde, et c'est un pragmatisme adapté aux circonstances en essayant de ne jamais subir les événements. C'est ça ma filiation, et il n'y a pas d'autre qualification. Je me suis ensuite engagé en politique, très jeune, très tôt. Vous l'avez rappelé à l'Assemblée, j'avais 28 ans, je suis rentré au gouvernement 2 années plus tard. Je suis rentré pour et par Jacques Chirac. J'ai une passion pour cet homme. J'ai été son porte-parole en 95. J'ai été heureux et fier de l'accompagner dans ce parcours. Il a quitté la vie publique en 2007. Nicolas Sarkozy est devenu président de la République. J'ai été le collègue de Nicolas Sarkozy. J'ai été ministre de l'Outre-mer quand il était ministre de l'Intérieur. J'ai été son successeur. Et auparavant, j'avais appelé à son arrivée à la tête du RPR, après la dissolution en 97, où j'ai soutenu Philippe Séguin et Nicolas Sarkozy. Donc on a eu des périodes de creux dans nos relations, mais on a eu des périodes de crête dans notre volonté de collaborer. On a eu des frontières communes à traiter, dans tous les sens du terme, puisque sur la question de l'outre-mer et de l'intérieur, on avait cette question de l'immigration clandestine. J'avais à l'époque, comme ministre de l'Outre-mer, ouvert un débat qui avait d'ailleurs fait une forme de scandale quand j'avais soulevé la question du droit du sol à Mayotte, qu'il fallait remettre en cause. Peu de personnes m'avaient soutenu à l'époque, ne connaissant pas bien la situation de cette île, ni les capacités constitutionnelles de modifier le texte. Nicolas Sarkozy en avait fait partie. J'ai été l'un des derniers à me prononcer en sa faveur en 2007, puisque j'ai été l'un des derniers à accompagner Jacques Chirac, attendant qu'il s'exprime vis-à-vis des Français dans cette campagne présidentielle pour lui apporter mon soutien. Et ensuite, j'ai pris ma liberté. Jacques Chirac étant parti, j'ai pris ma liberté de dire ce que je pensais. J'ai eu des désaccords avec Nicolas Sarkozy, pleinement assumés. J'ai eu des désaccords sur le discours de Latran. J'ai eu des désaccords sur le processus de nomination des patrons de la télévision publique. J'ai eu des désaccords sur la question, non pas d'un débat sur l'identité, mais sur l'orientation de ce débat dans le contexte particulier qui était avant les élections régionales. Et j'étais en désaccord sur la constitution d'un ministère de l'immigration et de l'identité. Ces désaccords, nous en avons parlé. Je les rejoins ensuite au gouvernement et notre relation, elle a changé en profondeur. Quand j'étais ministre des Finances et qu'il était président de la République, on a eu à gérer quelque chose de très difficile. Tout le monde était au pied d'un volcan en train de danser et nous, on voyait le vide s'approcher, c'est-à-dire la destruction de l'euro, la disparition des économies de millions d'épargnants, des possibilités malheureusement de risque d'avoir des millions de chômeurs supplémentaires. On s'est battu comme des fous. J'ai vu un homme d'État qui a pris par son leadership toutes les initiatives possibles pour sauver avec Madame Merkel l'euro. Et je lui suis très reconnaissant de ce qu'il a fait pour le pays. Et au regard de l'histoire, sa place sera immense dans la constitution du sauvetage de cette zone monétaire, de cette monnaie. Et il a été formidable à l'égard du pays. Ensuite, il est parti, les élections ont tranché. L'histoire aurait peut-être été différente si l'élection au sein de notre formation politique s'était déroulée différemment, qu'il n'y avait pas eu cette indignité de guerre fratricide avec des phrases envoyées à la figure qui nous ont tous indignés et dans lesquelles d'ailleurs on s'est tous versés. Et j'ai souhaité son retour. Il a pris la formation politique, il l'a redressée, il a rassemblé des gens qui ne pouvaient plus parler. Il a écrit un livre, il a reconnu aussi ses erreurs avec un grand courage. Il y a des éléments de réponse de mes interrogations et de mes débats à cette époque. Et à partir du moment où il est revenu à la tête du parti, je lui ai dit si la situation te permet d'être candidat à la primaire, d'être candidat à l'élection présidentielle, je te soutiendrai. C'est donc l'histoire de la famille gaulliste sur 25 ans. C'est une partie de l'histoire de la droite qui s'incarne avec nous. Et au lieu de se poser la question de savoir dans le rétroviseur ce qui nous a séparés, il faut plutôt se poser la question de savoir pourquoi aujourd'hui nous sommes en situation l'un et l'autre de former un tandem avec une vision partagée de la France. Et ce que je partage avec lui, c'est évidemment ce diagnostic sévère sur la réalité d'un pays torturé par un état d'urgence, un terrorisme et une interrogation sur son avenir, qui s'inquiète sur la préservation et la permanence du modèle républicain, qui se pose la préoccupation de savoir quelles seront les politiques publiques adaptées dans des temps extrêmement difficiles, dans un monde plus qu'incertain, avec une guerre, des relations diplomatiques à reformer. Et je considère que son énergie, sa force, son courage aussi et sa capacité de ne jamais renoncer sont aujourd'hui les seuls qui, dans l'offre politique à droite, mais aussi au niveau national, sont susceptibles de remettre un peu d'ordre dans ce chaos. Donc, revenons sur l'affaire du Burkini, si vous voulez bien. Donc, une affaire du Burkini. Une affaire qui a fait écouler beaucoup d'encre, hein, on ne va pas se voiler la face. Donc, franchement... Non, mais je suis sûr qu'avec votre talent et votre coup d'œil, vous pouvez quand même faire beaucoup mieux que ce lieu commun, quoi. Ah ouais, mais bon, fallait que Vraiment. je la place. Fallait que je la place. Il fallait que vous la fassiez, vraiment. Ah oui, oui. Enfin... Vous êtes sûr de ça? Quand j'ai écrit la phrase, j'y ai pensé, donc bon. Mais non, mais si vous parlez du Burkini, il fallait se voiler les pieds. Oui, à la rigueur. Voilà.
Bon, chacun son public. Hein. Ouais, J'ai localisé une ou deux personnes à gauche. En tout cas, ça fait son petit effet quand même. Un peu. Donc, Monsieur Sarkozy, on a fait un cheval de bataille. On nous le martelait aux informations, mais en réalité, une majorité des Français s'est désintéressée de ce sujet. Pour beaucoup, ce n'était pas la priorité. On en a fait un sujet de l'été. Et les politiques ont rebondi là-dessus, que ce soit des deux bords, droite et gauche. Aujourd'hui, on se rend compte que ça fait surtout mauvaise presse en France et à l'international. Et donc, ma question, c'est est-ce que vous reconnaissez que c'est une erreur de stratégie politique de s'être embourbé dans cette affaire ? Alors, d'abord, le sujet n'est pas levé par Nicolas Sarkozy. Il est mis en place par des décisions souveraines de maires qui constatent des problèmes profonds de troubles à l'ordre public, notamment sur la Côte d'Azur, au lendemain du désastre et du drame et de l'épreuve collective qu'on a tous vécu le jour de la fête nationale à Nice, avec ce fou furieux qui a tué plusieurs dizaines de personnes, des innocents qui n'avaient rien demandé et qui ne souhaitaient que vivre la fête nationale. Donc le point de départ, c'est une géographie, une tension et la mise en place de règlements qui nous amènent à nous poser plusieurs questions. J'ai soutenu les arrêtés municipaux comme président des maires de France. Je les ai soutenus à titre personnel. Je rappelle que cette question, elle ne se pose pas que sur la plage, elle se pose aussi dans nos piscines, qui sont des services publics et qui mettent en place des règlements où on ne peut pas se promener, on ne peut pas se baigner dans n'importe quelle tenue. La question qui est posée dans le contexte particulier de l'état d'urgence, c'est une question effectivement du vivre ensemble et des troubles à l'ordre public. Ce n'est pas une question droite-gauche ou de positionnement de Nicolas Sarkozy ou que sais-je encore, puisqu'il y a des maires socialistes qui ont pris des arrêtés anti-Burkini, le maire en Corse qui a vu la juridiction locale traiter de la problématique des confrontations et des violences qu'il y a eu, était un maire socialiste. Ensuite, c'est une approche autour de la définition de la laïcité, c'est une approche autour de la question de la dignité de la femme, c'est une approche autour du vivre ensemble et de l'ordre public. La France est un pays de liberté. La liberté de conscience est garantie par notre Constitution. La France est un pays où les opinions, même religieuses, sont évidemment protégées, pourvu, et c'est bien la Déclaration des droits de l'homme qui le dit, nul ne peut être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leurs manifestations ne troublent pas l'ordre public établi par la loi. C'est pas Nicolas Sarkozy qui l'a écrit, c'est la Déclaration des droits de l'homme, c'est les constituants révolutionnaires. La France s'appuie sur un deuxième texte important qui est la loi de 1905, qui établit clairement la séparation de l'Église et de l'État et qui fixe le cadre de l'État dans ce principe de laïcité. L'État est neutre, ses serviteurs sont neutres, l'État ne reconnaît, ne salarie, ne subventionne aucun culte, l'État se tient à égale distance de chacun des cultes. La problématique qui a été posée ensuite, après les différents textes, a amené la République à reconquérir un terrain perdu. Il se trouve que je suis l'auteur du rapport pour une nouvelle laïcité en 2003, qui est à l'origine de l'interdiction du voile à l'école. Je rappelle qu'à l'époque, en 89, les proviseurs étaient confrontés à des difficultés de jeunes filles qui arrivaient voilées à l'école. On les autorisait à aller dans la cour de récréation, mais de se dévoiler dans les salles de cours. Ça n'était plus tenable, il y avait des fortes tensions, on a fixé une loi, et la loi a été respectée, on nous expliquait que la première rentrée serait intenable, elle ne l'a pas été. Il y a eu ensuite un deuxième texte, un texte sur l'interdiction du voile intégral, qui là posait véritablement des problèmes d'ordre public. Donc la porte d'entrée de ce sujet n'a pas été la laïcité, la porte d'entrée a été l'ordre public. La question du burkini, c'est une question de lucidité. Est-ce qu'il y avait des burkinis il y a 15 ou 20 ans ou 30 ans ? Est-ce que vous connaissez l'histoire de plusieurs grands pays à dominante musulmane, la Turquie, la Tunisie ou l'Égypte, où les femmes étaient dévoilées ? La Turquie de Kemal, la Tunisie de Bourguiba, l'Égypte de Nasser, aucune femme n'était voilée. Est-ce que les grands-mères ou les arrière-grands-mères de ces jeunes femmes qui étaient en burkini cet été étaient des mauvaises musulmanes ? Il faudrait leur poser la question, probablement que non. Il y a un islam politique, avec une volonté de conquête territoriale. Et il faut avoir le courage de le dire. Ne pas le dire et le taire, c'est une liste d'accommodements raisonnables qui fait que pendant 10 ans, par exemple, à l'école, on a laissé faire. C'est exactement la même réflexion. Je ne suis pas capable de dire, ou en tout cas, je ne veux pas répondre aujourd'hui à la question sur cette problématique de la définition de l'espace public qui a une définition, mais qui n'a pas une définition suffisamment large. Si on prend le point vestimentaire, il y a déjà des restrictions vestimentaires dans l'espace public. Vous ne pouvez pas vous promener nu dans la rue, c'est interdit. Vous ne pouvez pas vous promener avec un costume nazi dans la rue, c'est une apologie de crime contre l'humanité.
On n'est pas sur ce sujet-là. Moi, je pense qu'on est plutôt sur le sujet de la dignité de la femme, de l'égalité homme-femme. Et je pense que ce sera l'une des portes d'entrée d'une réflexion. Je pense que c'est un combat que les femmes doivent mener. Et on est aussi certainement sur un sujet, dans des cas précis particuliers, sur des problématiques de gestion d'ordre public. S'il faut réglementer quelques parties de l'espace public pour mieux garantir un vivre ensemble qui est aussi garanti par la Constitution, qui est référencé dans la Convention européenne des droits de l'homme, alors il ne faudra pas hésiter à fixer un cadre réglementaire. Et si la règle est trop faible, eh bien dans ce cas-là, c'est la loi du plus fort. Il faut muscler la règle pour que ce soit la garantie de la liberté et de la sécurité de tous. Merci. Un sujet qui, je suis sûr, alimentera certaines questions dans le public. Parlons de l'Union européenne maintenant, un peu plus gai. Monsieur Sarkozy développe un certain euroscepticisme depuis quelques années. Dans la projection d'un mandat présidentiel, quelle serait sa position vis-à-vis de l'Europe? Alors, une politique économique commune, le développement de Frontex, qui est l'agence européenne en charge de la coopération des États aux frontières. Donc, quels objectifs et quel investissement de la France au sein de l'Union européenne? Alors, Nicolas Sarkozy, comme moi, comme d'autres, nous sommes des Européens et nous avons été des acteurs de la construction européenne. J'ai été par exemple l'un des négociateurs français, mais le négociateur en du traité budgétaire négocié par l'Allemagne et la France, qui a fixé le cadre général de réduction de déficit et qui a permis à la Banque centrale européenne, quelques mois plus tard, d'offrir une politique inédite et accommodante qui a en quelque sorte garanti les liquidités aux pays qui étaient dans les plus grandes difficultés. Donc chacun, lorsqu'il a été en responsabilité, c'est vrai pour les gouvernements de gauche aussi, comme c'est vrai pour les gouvernements de droite passés, ont apporté leur pierre à la construction tantôt de l'Union européenne, tantôt de la confortation du renforcement de la zone euro, à chacune des périodes. Les problèmes qui sont posés aujourd'hui pour l'Europe sont absolument majeurs. Je ne sais pas si on mesure à quel point aujourd'hui l'Europe est en train de se désintégrer sous nos yeux. L'Allemagne fait cavalier seul sur la question des flux migratoires. Madame Merkel a pris seule l'initiative d'ouvrir en quelque sorte, contre l'avis d'une majorité des Européens, sans aucun calcul des conséquences qu'il pouvait y avoir sur ses voisins, les portes de l'Allemagne sur 1 million de personnes dont elle a besoin pour franchir le mur social, pour financer les retraites et pour accompagner les demandes du patronat allemand qui a besoin de main-d'œuvre. Et l'Allemagne a négocié quasiment seule l'accord avec M. Erdogan en Turquie pour financer les camps et les centres d'enregistrement d'accueil des migrants en Turquie à hauteur de plusieurs millions de personnes. Deuxième élément de désintégration, le Brexit. Les Britanniques ont largué les amarres. Si ça, c'est pas un sujet qui nécessite d'y réfléchir fortement, je ne sais pas ce que c'est que ce sujet d'une Europe qui éclate sous nos yeux. Troisième question, la problématique des frontières. Plusieurs pays ont rétabli leurs frontières. Schengen est mort. Il faut donc reconstruire Schengen. Et sur les sujets abordés, ils sont immenses. Oui, il y a un problème. Oui, il y a une question de redéfinition des frontières. En tout cas, de Schengen. Pour ouvrir ce débat, il faut que tout le monde soit d'accord. Et naturellement, il faut anticiper, pas voir à 2 ans, à 5 ans ou à 10 ans, mais il faut imaginer la gestion de l'évolution démographique. C'est l'un des éléments d'analyse de Nicolas Sarkozy sur l'évolution démographique. L'histoire d'un pays est dans sa géographie, l'histoire d'un pays est aussi dans sa démographie. Les problèmes allemands sont liés à une démographie vieillissante. La France est un pays qui va bien de ce point de vue, mais la gestion des flux migratoires, des besoins de l'économie en la matière, je mets de côté évidemment les réfugiés et les demandeurs d'asile qui fuient la guerre et que nous devons accueillir, c'est notre devoir, et le principe d'humanité gouverne tous les autres en la matière. Mais si nous sommes sur des réflexions de cette nature, alors c'est un problème de rang 1 des dossiers européens que le futur président de la République et le futur gouvernement français auront à traiter l'année prochaine. Vous avez parlé du Brexit, alors justement avec Nicolas Sarkozy, pour vous c'est plutôt un événement positif ou négatif? C'est évidemment un regret éternel. Tout ce qui peut s'apparenter à des forces centrifuges, une forme de séparation, c'est un échec. C'est un échec cuisant pour tout le monde. C'est le début quand même d'un processus qui va en éveiller d'autres et qui a des effets bonneteau ou des effets dominos ou des problèmes de poupée russe. La réaction immédiate des Écossais a été de dire je vais dans ce cas-là sortir
de la Grande-Bretagne, et je vais aller dans ces conditions sur un chemin de demande d'intégration au sein de l'Union européenne. Ça nourrit des formes de séparatisme qui peuvent déjà exister dans certaines régions. C'est le cas en Espagne, c'est le cas aussi même chez nous. Regardez, ce sont quand même les indépendantistes qui gouvernent aujourd'hui par la voie des urnes la Corse. Donc tout ça, c'est quand même des sujets très très lourds. Donc ça n'est pas une bonne nouvelle. Maintenant, comment faire en sorte que ça se passe bien et de manière intelligente en fonction de nos intérêts? On a un gros problème avec les Britanniques aujourd'hui, qui est évidemment la gestion de leurs frontières extérieures à travers Calais, alors que l'immense majorité des gens qui sont actuellement à Calais souhaitent aller en Grande-Bretagne. Donc il y aura une première négociation, une première initiative à prendre avec Londres sur la mise en place d'un hotspot, c'est-à-dire d'un centre d'enregistrement de ces personnes, mais en Angleterre. Nous n'avons pas à faire le travail des Anglais en la matière pour eux, et il faudra en discuter. Mais comme c'est une discussion globale sur les chambres de compensation, sur le fléchage des activités financières, sur la transformation évidemment des effets de change, et qu'il y a des enjeux absolument majeurs, Paris a toutes les qualités pour le devenir. Donc je souhaite pour ma part que ce soit une discussion pied à pied et en posant toutes les questions sur la table des négociations et le plus vite possible. Et je suis stupéfait qu'il n'y ait eu aucune initiative française depuis la décision du peuple britannique de sortir. Aucune initiative française. Et je suis stupéfait de voir qu'on a confié ce mandat aujourd'hui à une commission qui, par la voix de son président, que j'aime beaucoup, qui est un ami, que je respecte, qui est le président Juncker, mais qui, d'une certaine manière, se contente de paroles, et on laisse les Britanniques gérer le calendrier tel qu'ils le décident, tel qu'ils veulent nous l'imposer, et en s'organisant dès à présent avec les Américains sur la problématique des flux financiers. D'accord, merci. Merci M. Bermoin. On va pas donc passer au quatrième et dernier thème, qui est donc la jeunesse et l'éducation. Donc les jeunes semblent plus ou moins délaissés du programme électoral de la droite en général. Aujourd'hui, vous êtes devant un parterre d'étudiants. Quelles mesures pouvez-vous avancer pour démontrer que M. Sarkozy serait le bon candidat des jeunes? Parce que le stage à 500 €, c'est pas fou. Hein. Bon, enfin, vous êtes dans une business school. Je pense que vous pouvez mesurer ce que c'est qu'un effort de formation, soit par vos parents, soit, voilà, je ne sais pas combien c'est Toulouse Business School, c'est 25, 30 000 peut-être, 30 000. non, c'est 30 000. Bon, vous êtes loin derrière l'EM à 45 000, vous n'êtes pas tout à fait à l'EDEC à 40 000, mais vous êtes dans le poids moyen. C'est quand même un effort considérable. C'est considérable, aussi bien pour vous, si vous êtes après à taux zéro, que pour vos parents, si c'est eux-mêmes qui font le portage. Mais ce sont des efforts d'investissement, et l'effort éducatif est un effort important. Donc, si j'ai bien compris l'histoire ici, ça a été porté par la Chambre de commerce et d'industrie à l'origine. Comme souvent d'ailleurs pour les ESC, sont des éléments de contribution du milieu économique et du milieu patronal. Donc, ce ont été des efforts produits par les salariés de ces entreprises qui étaient peut-être vos parents ou grands-parents et qui ont apporté leur contribution. Il y a déjà un effort global d'éducation, de formation, d'accompagnement. Le cas des grandes écoles est un cas un peu atypique, même s'il est révélateur de la volonté quand même de créer la meilleure formation possible et de former l'élite de notre pays. Vous serez des dirigeants d'entreprise, vous serez peut-être des responsables publics si vous le souhaitez. L'un d'entre vous, l'une d'entre vous, peut-être fera de la politique ou souhaitera en faire, ou surtout pas du tout en fonction des conférences qu'il y a ici à TBS. Enfin bref, en tout cas, vous allez écrire votre chemin, vous allez écrire votre histoire en définissant votre propre bonheur, votre propre liberté, et vous devez le faire le plus possible soutenu, mais en même temps le plus possible dans l'idée où vous faites aussi de votre propre liberté. Moi, je ne fais pas mien, par exemple, les discours qui consistent à dire « Mon Dieu, notre jeunesse s'enfuit, elle part à l'international, c'est affreux, elle va parvenir ». Je veux dire, il faut que vous visitiez le monde. Je ne peux pas imaginer que des jeunes d'une grande école ne connaissent pas ce qui se passe en Chine, aux États-Unis, en Grande-Bretagne, en Afrique du Sud, au Brésil et ailleurs. Parcourir le monde, c'est très bien. Ne pas y revenir, c'est pas grave. Si c'est une expatriation voulue, si c'est un chemin professionnel, dans la mesure où vous représenterez la France par sa formation. Après, l'encadrement général, après les besoins d'accompagnement. On a un vrai problème qui est un taux de chômage beaucoup trop élevé, puisqu'on a 25%, 24,7% précisément des moins de 25 ans qui sont actuellement sur le carreau, ce qui est intolérable quand on voit les chiffres pour la même tranche d'âge, notamment en Allemagne. Donc le problème, il n'est pas après le bac, il est certainement aussi avant le bac. Et avant le bac, c'est évidemment toute la filière sur l'apprentissage, sur la formation professionnelle. Tout le monde ne peut pas faire des grandes écoles de commerce, tout le monde n'est pas en situation de passer des concours, tout le monde ne sera pas forcément fort en thème, et c'est pas grave.
on peut avoir une vie, on doit avoir une vie magnifique et accompagnée dans des filières technologiques, dans des filières manuelles. Et là, il y a un vrai problème culturel. Mais pour résorber ce problème culturel, il faut l'anticiper le plus tôt possible. Est-ce que c'est à la fin du collège? Est-ce que c'est au début du lycée? Toujours est-il que c'est certainement pas à 16 ou 17 ans que les filières ou que les orientations sur l'apprentissage doivent se faire. Donc il y a tout un schéma à reconstruire autour de cette formation et de l'éducation. Après tous les débats sur les contrats aidés, les baisses des charges, oui, on peut imaginer répondre ponctuellement de cette manière-là, mais je pense que le problème en profondeur, il est plutôt sur favoriser le plus possible et le plus tôt possible des orientations qui correspondent réellement au potentiel, à l'évolution, sachant que par ailleurs maintenant, il y a énormément de potentiel de passerelles. Peut-être que, je ne sais pas ici si il ne doit pas y avoir que des classes prépa à l'origine, il doit y avoir des AST. Oui, bien sûr. Voilà, et je pense que ça va représenter maintenant à peu près 50% des promos ou pas loin. En tout cas, vous serez à l'objectif de 50% de promos. Combien 60 encore de prépa et 40 d'AST. Toutes les grandes écoles vont vers cela. Donc, au fond, on peut très bien faire un temps d'apprentissage en métier manuel et puis ensuite aller en BTS, en DUT, et puis ensuite tenter les concours en AST. Enfin, voilà, moi je pense que ce monde-là de l'enseignement supérieur permettra d'offrir cette adéquation. Mais je vais vous dire quand même quelque chose. On sort d'une visite dans une entreprise qui était remarquable, qui est cette entreprise qui travaille pour Airbus dans le titane. Il y avait des profils absolument incroyables. Donc c'était des travails évidemment quotidiens sur des postes usiniers exigeants et nécessitant une formation au moins de 6 mois. Il y avait autour de la table un ancien pâtissier, un ancien boulanger. Il y avait autour de la table des gens qui avaient fait une première formation qui, pour des raisons personnelles ou des raisons d'usure dans leur métier, ont accepté de faire cette formation et ont complètement changé. Vous avez des gens qui travaillent pour fabriquer des pièces, pour porter les moteurs sur Airbus, qui avaient une autre vie avant et qui sont devenus des grands techniciens. Cette entreprise cherche des collaborateurs. Cette entreprise n'en trouve pas. Ou elle trouve des parcours tout à fait atypiques pour les former elle-même. Donc il y a quand même une difficulté. On a plusieurs centaines de milliers d'offres d'emploi qui ne sont pas satisfaites. Donc il y a aussi ce problème d'équation entre les besoins des entreprises et les qualifications et la formation. Et je pense que c'est vraiment autour de ces problématiques de qualification que la réflexion autour de l'avenir de notre jeunesse devra s'intégrer. Donc pas de réforme vraiment annoncée et réelle, parce que là c'est des grandes idées, mais est-ce qu'il y a vraiment des choses qui sont prévues C'est des grandes idées. À la limite, il vaut mieux développer des grandes idées que des petites idées. Il vaut mieux avoir une grande ambition qu'une petite ambition. Et ensuite, c'est une question de charge de travail et de vision. Je pense qu'il y a des chemins empruntés. Il y en a un clairement identifié sur l'apprentissage. Il y en a un deuxième clairement sur les formations qualifiantes qui correspond aux besoins. Il y en a un troisième qui fait que ça correspondra à tout le monde, c'est-à-dire ce qu'on a évoqué tout à l'heure sur la baisse du coût du travail, notamment du coût unitaire, compte tenu du niveau de salaire, puisque en général, c'est autour de cela, en dehors de ceux qui sortent des grandes écoles et qui ont une valorisation de ce diplôme très rapidement, dès la première ou la deuxième année. Mais ces mesures sur la baisse du coût du travail favoriseront plus naturellement, évidemment et immédiatement l'insertion des jeunes dans le marché du travail. Je pense que c'est bon. Oui, merci beaucoup pour toutes ces explications. Vous avez répondu à toutes nos questions. Félicitations. On va passer maintenant aux questions du public. Donc je pense qu'on peut applaudir Monsieur Barouin pour sa conférence. Alors s'il y a des questions... Ah ben on a déjà quelqu'un qui a un micro. Bonjour, c'est François Hollande. Entre François, il faut se soutenir. Alors, si vous appelez à voter pour moi en 2017, je vous proposerai d'être mon Premier ministre. Mais d'abord, il faudra convaincre Manuel Valls. Moi, j'ai trop peur. Il y a des gens de talent ici. Vous m'avez tendu la perche, j'ai pas pu résister. Désolé, mais j'ai pas de questions. Non, mais c'était vachement bien, c'est vraiment bien. Bravo. Il y a une question là au milieu. Bonjour Monsieur François Barouin. Alors je m'appelle Léo Gaillard, je suis étudiant en L3 ici à TBS. Donc vous avez beaucoup dit, vous revendiquez gaulliste, j'ai entendu gaulliste. Mais est-ce que vous pouvez vous rendre compte que ça parle pas tellement à nos générations? Genre je suis quand même la politique un peu.
Et pour moi, De Gaulle, c'est un vieux monsieur dans un livre d'histoire. Et est-ce que vous ne pensez pas, du coup, qu'on a une droite qui est figée dans le temps et cela participe un peu à l'émergence de nouveaux partis comme le FN, car il y a les deux branches, des intérêts politiques d'un côté, des jeunes, et de l'autre côté, un ralliement facile au FN qui fait des discours populistes. Oui, alors, si vous voulez, moi je ne considère pas que le monde est né avec moi et qu'il y a des générations qui nous ont précédés, qui ont ouvert un chemin. De Gaulle, ne pas connaître De Gaulle quand on est français et dans une grande école ou considérer que c'est un vieux monsieur, c'est pas respecter quelqu'un qui s'est levé pour créer les conditions d'un sursaut français. C'est ne pas intégrer la mesure que le choix d'un homme peut entraîner un mouvement collectif et tout simplement sauver la liberté. Et quand on voit le parcours de Gaulle, tout est gaulliste aujourd'hui, en réalité, dans votre quotidien. La sécurité sociale, c'est une idée du général de Gaulle, c'est l'État-providence, ça vous a protégé, le développement de toute la politique de santé, de solidarité à l'égard des plus fragiles. Je veux dire, c'est un héritage qu'on doit respecter. On ne peut pas dire, c'est vrai pour de Gaulle, c'est vrai pour les grands hommes qui nous ont précédés, voilà, il ne faut pas avoir cette approche-là, si je me permets de vous le dire ainsi. C'est le poids de l'histoire. Voilà. Il y a eu des gens avant vous. Vos parents, ils ont certainement fait des grandes choses. Déjà vous. Et ensuite, vous aurez vous-même une histoire. Vous aurez vous-même des enfants. Puis il y aura des petits-enfants. Puis vous aimerez que vos petits-enfants, ils respectent ce que vous avez fait parce que vous avez beaucoup bossé pour y parvenir. Donc ça se respecte. Et l'histoire, ça se respecte. Ensuite, le chemin à écrire, le chemin à tracer. Vous parlez du Front National. On ne peut pas dire, pardon, je vous le dire, que le Front National, c'est un parti nouveau. Le Front National est justement l'ennemi, et moi je pense qu'on ne vient pas de nulle part, est l'ennemi héréditaire des gaullistes. Le Front National, c'est le regroupement par Jean-Marie Le Pen, à la fin des années 60-70, de tout ce qu'il y avait de pétainistes, de collaborationnistes, et des gens qui n'ont jamais accepté la situation de la gestion de l'Algérie française par le général de Gaulle, et qui sont regroupés dans les groupuscules d'extrême droite, ramenant par là même une vieille histoire d'un vieux courant français, d'une extrême droite, sous Maurras, sous la Nouvelle Action française. C'est ça l'histoire. Et ne pas comprendre que le Front National aujourd'hui, c'est l'héritier direct de l'extrême droite qui a voulu s'appuyer sur la collaboration pour mettre sous cloche le pays. Ne pas comprendre que le Front National, pour lequel effectivement beaucoup de jeunes votent aujourd'hui, c'est l'incarnation de l'extrême droite qui a voulu abattre, même physiquement, le général de Gaulle. Et donc celui qui a offert la liberté au pays et qui a créé les conditions d'avoir une république où justement le choix démocratique de son président de la République est la plus grande force démocratique dans un schéma où la liberté, l'égalité, la fraternité, ça veut dire qu'être chose. Ne pas comprendre cela ou ne pas l'intégrer ou ne pas s'y intéresser, c'est faire effectivement, ou c'est courir le risque de faire un choix radical et d'une grande erreur. Apporter son suffrage à des partis d'extrême qui nourrissent les bas instincts, effectivement, qui flattent des populismes et qui libèrent des forces que plus personne derrière ne pourra maîtriser, c'est prendre un grand risque de citoyen. Donc je ne peux qu'encourager à évidemment respecter l'histoire et ensuite à imaginer ce que peut être un chemin de gouvernement responsable et ce que peut être un chemin d'une grande aventure populiste par les urnes dans un pays qui a déjà connu tant et tant de soubresauts. Bonsoir, Monsieur Barouin. Je ne sais pas qui parle. Là, d'accord. Vous rappeliez tout à l'heure, à juste titre, que sous Nasser, les femmes ne portaient pas de voile. Moi, j'aimerais savoir aujourd'hui comment vous expliqueriez ce phénomène où de plus en plus de personnes se voient obligées d'affirmer leur appartenance religieuse à travers le burkini ou le voile intégral. Et comment aussi vous expliqueriez de plus en plus le communautarisme qui est présent dans nos sociétés. Merci. Ce sont deux questions qui sont probablement liées. Voilà, je pense que la République est à l'opposé du communautarisme. C'est pour ça que je n'ai pas tout à fait répondu à votre question tout à l'heure sur les critiques des pays anglo-saxons, etc. Ça n'a aucune importance. L'histoire des États-Unis n'est pas l'histoire de la France. La France est un vieux pays qui a connu des guerres de religion, qui a connu la Révolution française, la séparation, évidemment, de la rupture avec ce pouvoir royal, dans une certaine violence, incontestablement, qui a ensuite connu des tentatives de restauration, et puis a connu la mise en place de la République, qui a eu ce cadre général de la séparation de l'Église et de l'État. Et donc notre modèle est un modèle profondément laïque. La République est laïque. Simplement, dans la laïcité, vous avez une grande différence entre la sphère publique et la sphère privée. Je considère que la religion, c'est une affaire de l'intime.
sa ferveur, son espérance, sa croyance, son engagement, son doute, son agnosticisme, son athéisme, son désintérêt, ça fait partie de l'intime. Donc il faut faire une grande séparation entre ce qui relève de l'intime, de la sphère privée, où chacun vit son doute et sa croyance comme il l'entend, et la sphère publique. Dans la sphère publique, je l'ai dit tout à l'heure, il y a tout ce qui décline de l'État et des services publics. Là, c'est la stricte neutralité. Et il y a tout ce qui est dans l'espace général. Alors pourquoi il y a de plus en plus de développement sur une religion en particulier? Tout simplement parce qu'il y a des mouvements qui sont engagés très fortement et très puissamment depuis les années 70. Si on reprend l'histoire, incontestablement, la révolution iranienne et la chute du Shah d'Iran et le retour de Khomeini avec la révolution islamique a été un élément constitutif d'une ouverture généralisée, puisqu'il place un projet politique d'un islam politique avec une vision de conquête forte. Les frères musulmans en Égypte, on l'évoquait, ont évidemment créé une filière autour de ce qui est d'une certaine manière la restauration de leur âge d'or, qui pour une large part s'apparente au Moyen-Âge, et ce qui est évidemment absolument à l'opposé de la construction de notre civilisation. Et sur la problématique de ce port, voile en lui-même dans la rue, si vous voulez, on est dans un pays de liberté. Après, moi je n'ai pas de problème, j'ai beaucoup travaillé sur cette question. Au sein de l'école républicaine, on avait un vrai problème. Parce que ce sont des mineurs, c'est un service public qui doit être neutre, et il fallait protéger nos consciences, les consciences en formation, les jeunes, de toute influence, qu'elle soit religieuse, qu'elle soit syndicale ou qu'elle soit politique. Donc jusqu'à la majorité, il était indispensable d'avoir cette reconquête. La loi sur le voile intégral dans l'espace public, la loi a été votée, ça a été aussi une reconquête. Elle n'est pas très appliquée, ce qui pose des tensions. Et en règle générale, bien au-delà de cette question de la religion, le développement du communautarisme, il y a dans la société française, oui, une forme d'inspiration du modèle américain où on s'organise en communauté, et même s'il y a l'expression de la volonté générale avec la loi, eh ben, on va quand même revendiquer des droits particuliers pour notre communauté. Et donc si on additionne les communautés les unes après les autres, ben, on va essayer d'additionner chaque intérêt particulier, qui va revendiquer un point de droit particulier pour protéger sa communauté. Et ceux qui soutiennent cette thèse pensent que ça fera l'intérêt général. Mais moi je considère, et j'ai toujours considéré, et évidemment tous ceux qui sont attachés aux faits républicains considèrent que l'intérêt général n'est pas la somme des intérêts particuliers. Je dirais même c'est probablement l'opposé. Donc pourquoi l'évolution de la société, la fascination du modèle anglo-saxon, quand on voit la violence qu'il y a aux États-Unis, ou quand il y a l'incapacité de ce pays, par ailleurs fédéral, qui n'a d'ailleurs rien à voir avec la construction d'un État jacobin et centralisé comme le nôtre, on voit bien que d'une certaine manière, nos histoires ne peuvent pas se confondre, et que la seule chance de notre pays, c'est son modèle républicain. C'est ce que j'évoquais hier en meeting, c'est-à-dire des valeurs mais qui s'incarnent concrètement. La liberté est la règle, mais il n'y a pas de liberté sans règle. Donc il y a un cadre et un état de droit, et si l'état de droit est trop faible, dans ce cas-là, c'est la loi du plus fort. Il faut donc conforter. C'est pour ça que je soutiens Nicolas Sarkozy sur ses propositions récentes. L'égalité, c'est une égalité en droit, c'est pas l'égalité réelle. L'égalité réelle, ce n'est pas la République. L'égalité réelle, ça tend vers l'égalitarisme qui tire tout le monde vers le bas, ou alors vers un communautarisme. Ça n'est pas le projet républicain. Quand on parle de fraternité, c'est des politiques de solidarité, c'est l'État-providence, c'est la sécurité sociale, c'est l'aide aux plus fragiles. Et quand on parle de laïcité, c'est à la fois une valeur, mais c'est également une règle. Et donc il y a trop de faiblesse dans l'application de cette règle, il y a trop d'accommodements raisonnables dans l'application de cette règle dans la sphère publique, et il y a une reconquête à faire sur les mots, sur la sémantique et sur la détermination politique à retrouver ce qu'est la réalité d'un pacte républicain qui est à l'opposé d'un projet communautariste. Parce qu'à la fin, qu'est-ce qui restera? Eh bien, une addition d'individus qui ne seront plus liés par grand-chose et qui, au fond, tourneront le dos à une histoire immense. Et notre devoir, c'est quand même de vous amener, vous, une nouvelle génération qui se levait et qui avait légitimement demandé un espoir, de vous offrir un modèle républicain qui vous permette aussi de le transmettre à vos enfants. C'est vraiment la seule et la meilleure réponse, me semble-t-il, pour nous. Maintenant, ces tensions communautaires, elles existent à peu près partout dans tous les pays, mais je pense que nous, on a la martingale pour pouvoir mieux l'appréhender. Bonsoir, monsieur Barouin. Je m'appelle Sémi, je suis actuellement en L3. Je voudrais rebondir sur ce que vous venez de dire, sur le port du voile. Donc, ne pensez-vous pas qu'introduire une loi qui doit normalement viser l'ordre général
qui interdirait le port du voile peut conduire à la stigmatisation d'une partie de la population, donc ici les musulmans, et que cela peut créer une certaine frustration chez certaines personnes contre la République, et que justement le communautarisme est le résultat de la stigmatisation. Non, je pense pas. Je pense le contraire. Je pense qu'il y a une vraie volonté, une vraie stratégie internationale de conquête par, en l'occurrence, si on parle du voile, d'une conquête effectivement communautaire et territoriale. Il y a un projet, c'est ce qui était assumé au sein de l'école. Il n'appartient pas à la République, il n'appartient pas à des responsables publics de dire si le voile est religieux ou pas. Mais si on regarde les positions du CFCM, du Conseil français du culte musulman, objectivement, l'unanimité est là pour considérer que ça n'est pas automatiquement, obligatoirement et unilatéralement une prescription d'ordre religieuse. Après, chacun y trouve ou pas. Moi, je ne suis pas musulman et donc je me garderais bien de porter un jugement si c'est religieux ou pas. Ce que je sais, en revanche, c'est que certains utilisent cela comme un élément d'un islam politique, et l'islam politique a un projet de conquête, un projet de conquête à tous les niveaux. Et c'est là où, effectivement, on doit être attentif et très ferme sur les positions. Les règlements, nous les mettons en place. Voilà. Il y a d'autres sujets que le voile. Sujet des repas à la cantine. La cantine scolaire, je le rappelle, c'est un service public facultatif. L'obligation alimentaire, elle relève des parents. Elle ne relève pas d'un service public, de la collectivité ou de la commune. Ensuite, il ne doit pas y avoir de menu confessionnel. Dans un service public, il ne peut pas y avoir de menu confessionnel. Et si c'est incompatible avec sa pratique, ce qui est parfaitement respectable, dans ce cas-là, il faut demander à sa collectivité d'avoir 1 mois ou 2 mois de visibilité pour savoir qu'est-ce qu'il y aura dans les menus. Et puis, s'il y a un menu qui ne correspond pas, ce jour-là, on n'y va pas. Et c'est de la responsabilité des familles et de l'autorité. Donc là aussi, il y a des règles à respecter, il y a des règles à mettre en place. Ensuite, dans l'espace public, voilà, la question, oui, elle peut se poser dans certains cas. Qu'est-ce qu'un service public ? On est capable de le définir, mais pas toujours. À partir de quel moment il commence ? Ce service public, il impose à ses serviteurs la neutralité absolue. Donc, par exemple, vous ne pouvez pas afficher votre religion lorsque vous êtes un fonctionnaire, et vous ne devez pas. Est-ce que c'est vrai pour les usagers ? Aujourd'hui, non. Est-ce que ça peut l'être dans certains cas ? Oui, ça l'est déjà, par exemple dans des équipements sportifs, par exemple dans des piscines ou autres. Il y a des réglementations qui limitent la restriction de l'expression ou de l'affirmation de sa ferveur, de son espérance, de sa croyance, bref, de ce qu'on appelle les signes ostensibles religieux. Ben voilà, la République, c'est ça. Elle fixe des règles, des limites du vivre ensemble, en réaffirmant, pour mieux protéger la liberté de chacun, la liberté individuelle et collective. Ce sont ces sujets-là. Et je ne pense pas qu'il y ait des stigmatisations, car l'immense majorité des musulmans et des musulmanes, d'ailleurs, à ma connaissance, ne portent pas le voile. L'immense majorité ne porte pas le voile. Et c'est un sujet qui n'existait pas dans notre pays depuis 20 ans ou 25 ans. Donc il s'est bien passé quelque chose. On trouvera bien sûr des gens qui volontairement veulent le porter, c'est parfaitement respectable. Mais il y a des cadres globaux où il faut, je pense, ramener le plus possible dans la sphère privée, dans la sphère de l'intime, cette expression de pratique. Voilà, je rappelle que, en réalité, malheureusement, la stigmatisation, elle est évidemment faite aussi par des gens qui utilisent et exploitent une religion à des fins politiques et meurtrières, et que c'est aussi le devoir de la République de protéger les musulmans de France dans la garantie d'un culte profondément ouvert sur l'extérieur et d'un culte de paix, de fous de Dieu qui utilisent leur religion au service d'un projet funeste qui est un projet de conquête de civilisation, et ça aussi, ça fait partie d'un combat collectif. Je vais juste revenir à un tout petit point. Je comprends pourquoi on revient sur des choses qui marchaient très bien il y a 10, 15, 20 ans. Je fais référence ici au repas confessionnel. Il y a toujours eu des repas sans porc et des proposés à la cantine. Pourquoi revenir sur une chose qui, me semble-t-il, marchait plutôt bien ? Non, les repas confessionnels sont interdits. Il n'y a pas de religion, la République est laïque, et donc il n'y a pas de repas confessionnels. Mais juste des repas sans porc, donc on va être plus Peut-être, clair. mais le choix des mots, ça, alors ça vous l'appelez comme eux, ça peut être végétarien. Oui, très bien. Ouais. Et pourquoi on supprime ces repas qui existaient et qui aujourd'hui, par certains maires, sont supprimés ? Je ne comprends pas. Parce que c'est le doigt dans un engrenage, parce que ça ne sera jamais assez, parce qu'après, ce sera les horaires séparés pour les hommes et les femmes. Est-ce que vous savez ce qui se passe sur le terrain ? Est-ce que vous regardez ce qui se passe dans les quartiers ? Est-ce que vous êtes au courant ? Ça n'a rien à voir, je parlais juste d'un repas confessionnel, d'un repas sans porc. Non, mais, tout est lié. C'est le repas,
et puis ensuite c'est des tables séparées, et puis ensuite ce sont des salles séparées, C'est un peu et cliché, puis ensuite monsieur. je termine, ensuite ce sont des horaires séparés, et ensuite ce sont des horaires entre les hommes et les femmes, et ensuite ce seront des demandes de subventions exclusivement pour des associations d'hommes, et puis après petit à petit les femmes elles ne pourront plus sortir, petit à petit le quartier, et c'est exactement ce qui se passera, et c'est exactement ce qui est en train de se passer. comprends Vous pas. pouvez être contre, vous pouvez être en hostilité. Ça, clairement, le projet républicain, il vise à une reconquête territoriale. Ouvrez les yeux, et c'est la vraie question qui sera posée à la présidentielle, c'est est-ce qu'on regarde lucidement ce qui se passe dans la réalité du pays? Est-ce que si on a un projet communautariste, on peut soutenir ça et le combattre? Si on a un projet profondément républicain, alors oui, il y a une reconquête. Et oui, il faut l'assumer. Bonsoir Monsieur Barouin. Je suis Bonsoir. étudiant en 5e année à Sciences Po Toulouse et je me suis toujours défini comme un étudiant de droite sans rougir. Seulement aujourd'hui, quand j'entends le Nicolas Sarkozy de 2016, j'ai honte. Honte d'appartenir à cette famille politique qui Pourquoi ? hystérise absolument les questions d'islam, comme vous venez de nous le démontrer, les questions d'identité, les questions de terrorisme. Alors allez-y, J'ai allez-y, honte, je vous j'ai écoute. honte de cette droite valeur actuelle, climato-sceptique parfois, sexiste souvent, démago trop souvent. Et donc j'appartiens à cette droite ouverte et moderne qui ne votera pas Nicolas Sarkozy s'il sort vainqueur de cette primaire. Très bien. Ma question est la suivante. J'aimerais savoir comment vous analysez le fait que alors que je me rappelle la dénomination, fils de juif hongrois, petit français de sang mêlé, est devenu ce français de France fièrement catholique. Et donc j'aimerais savoir comment vous analysez ce passage, sinon sous l'angle du populisme, à visée évidemment électoraliste. Merci. Très bien. Alors, je ne sais pas si vous êtes vraiment un étudiant de droite de la génération Sarkozy. Je ne suis pas tout à fait certain de la solidité de vos convictions et de vos engagements. Mais on va aller sur le Je ne vous sur permets le pas terrain. de juger de la solidité de mes engagements. Je vous Très bien. remercie. Mais on pourrait considérer. Je ne dis pas que vous êtes insincère. Je dis qu'il y a une incohérence entre ce que vous dites et vos engagements. Et me parlez pas et m'envoyez pas à moi Valeurs Actuelles. J'ai été le premier à dénoncer Buisson, et vous évoquiez tout à l'heure dans la présentation initiale les observations que j'avais formulées sur le débat sur l'identité nationale et le fait que j'avais été le premier à combattre le ministère de l'immigration et de l'identité. Donc c'est pas à moi qu'il faut le dire. Vous l'envoyez à d'autres, mais c'est pas à moi qu'il faut le dire. Et vous soutenez Ensuite, un candidat aujourd'hui qui fait je la une de soutiens- Valeurs Actuelles à peu près une fois par mois. Je sais pas. Enfin bref, ça c'est pas ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse dans lui, c'est son leadership. Ce qui m'intéresse, c'est son sens de l'État. Ce qui m'intéresse, c'est son sens de la France. Ce qui m'intéresse, c'est son énergie. Et ce qui m'intéresse également, c'est sa capacité qu'il a à prendre des positions courageuses pour empêcher l'extrême droite d'arriver au pouvoir. Voilà. Et si vous voulez pas ouvrir les yeux là-dessus et ne pas considérer que c'est un rempart, alors vous ne faites pas assez le travail d'un citoyen engagé en 5e année de sciences politiques pour devenir un citoyen responsable et faire vos choix lucidement. Sur les parcours, quel est le problème de rappeler son histoire ? Quel est le problème de rappeler son histoire ? Qu'y a-t-il de populiste à expliquer ou à dire que l'on a une histoire qu'on ne vient pas de nulle part ? Que l'on est fier, justement, de considérer que quand on arrive dans un pays, c'est pas une page blanche. Et que la République française, ça n'est pas une page blanche. Et que chacun apporte sa contribution par l'écriture. Ça peut être une ligne, ça peut être un chapitre, ça peut être un livre complet, mais que chacun, à la mesure de son énergie, de son talent, de son travail, de son ambition, peut écrire une page importante. Et chacun écrit la page qu'il a envie d'écrire pour l'histoire de France. Et donc je ne vois rien de populiste à rappeler l'histoire personnelle. Je ne vois rien de populiste à rappeler des racines, qu'elles soient chrétiennes, mais on a aussi des racines gréco-romaines, on a des racines des Lumières, on a des racines de la Révolution française, on a des racines de l'Empire, on a des racines du Directoire, on a des racines de la Restauration, on a des racines de la République, on a des racines de la Libération, on a des racines de la Ve République, on a des racines, qui à la fois viennent de très loin, qui ont parcouru les temps. La France, oui, bien sûr, c'est à la fois des périodes royales, ce sont des périodes autour de l'édit de Nantes, des guerres de religion, c'est ça la France, oui, bien sûr. Et donc il n'y a rien de populiste à raconter l'histoire et à rappeler l'histoire. Mais dans les deux questions que j'observe, entre la vôtre et la vôtre, je pense qu'il y a la nécessité de s'approprier son histoire, de la connaître, de la maîtriser et de la mettre en perspective. Et je pense que de ce point de vue, il y a là un très grand travail à faire sur cette appropriation. Chacun doit s'approprier l'histoire de France. Et je ne vois rien de choquant dans ce que vous m'avez dit. Et j'aimerais savoir exactement ce qui vous choque dans ce qui est exposé. Allez-y. Non, vous n'avez... Justement, allons-y, parce que ce débat n'est pas médiocre. Ça n'est pas médiocre.
Ça n'est pas mentir que quand on devient français, on devient co-responsable et on appartient au roman national. Voilà. Quelles que soient vos origines, vous appartenez au roman national. Et donc l'histoire qui vous a précédé devient votre histoire. Et c'est plutôt une fierté. Ne vous laissez pas influencer par les commentaires où effectivement, parce qu'il est clivant, parce qu'il y a des gens qui l'adorent et d'autres qui le détestent, on vient immédiatement, dans un sursaut global, agiter la lessiveuse sur le thème « Mon Dieu, il a dit, il n'y a rien de choquant à rappeler l'histoire de France et à rappeler que c'est un roman national. » Et quand on y vient, et je pense que si on regarde bien, tous les uns les autres, on a tous des racines qui viennent de l'extérieur, du périmètre géographique, de ce qu'était la Gaule et ce qui est devenu aujourd'hui la France. Moi-même, sur 2 siècles d'histoire, une branche de ma famille venait aussi d'Europe de l'Est. C'était un cavalier qui est venu pendant les campagnes napoléoniennes au début du 19e et qui s'est marié avec une creusoise, une française, et ça a fait un élément d'une famille qui a mêlé plusieurs histoires. Et moi, je suis fier de ces histoires et je m'intéresse d'ailleurs à l'histoire de ce cavalier. Je ne dis pas que c'est la mienne, mais c'est une partie de la mienne, mais toute l'histoire de France devient la mienne. Et toute l'histoire de notre pays est aussi la vôtre. Donc ne vous en excusez pas et n'en ayez pas honte. Oui, ici. Bonjour Monsieur Barouin et merci d'être ici tout d'abord. Alors bon, après toutes ces questions un peu controversées et au fait de l'actualité, la mienne va peut-être pas intéresser tout le monde, mais vous avez été ministre de l'Outre-mer sous Sarkozy et vous avez déclaré en 2006 à propos, non pas sous Sarkozy, excusez-moi, vous avez déclaré en 2006 à propos de la crise de l'épidémie de chikungunya qu'il fallait un rattrapage sanitaire pour l'Outre-mer. Je voudrais voir avec vous concernant un rattrapage peut-être plus général, dans le sens où les DOM-TOM connaissent un chômage très important, qui est beaucoup plus important dans les chiffres que le chômage en métropole. Et voilà, donc si votre candidat est élu à la présidentielle, si vous alliez prendre finalement un immense risque budgétaire à essayer de redresser les DOM-TOM dans ce sens-là, ou plutôt continuer à faire ce qui a déjà été fait jusqu'à présent. Merci. Alors j'étais ministre de l'Outre-mer effectivement sous la présidence Chirac. C'est formidable que vous parliez de l'Outre-mer parce que ce sont des sujets qui sont tellement à distance de la métropole qu'ils intéressent peu, ils sont peu connus. Et la manière dont vous posez la question évidemment est le bon angle. En réalité, pour qui connaît les territoires ultramarins, sont des territoires qui ont les mêmes problématiques qu'en métropole, mais multipliées par 3. Il y a 3 fois plus de chômage, il y a 3 fois plus de tensions sur les logements sociaux, il y a 3 fois plus de retard dans les infrastructures, et il y a des grandes tensions au niveau de l'évolution du coût de la vie, parce que pour apporter les matières premières ou les matières de première ou de deuxième nécessité, évidemment, le coût du transport fait que c'est plus cher, et c'est plus cher à la fin. Donc ce sont des territoires magnifiques à la culture, justement mélangés. Si vous prenez La Réunion, vous avez des Pakistanais, vous avez des Indiens, vous avez des Européens, vous avez des Africains, vous avez toutes les couleurs et qui vivent dans ce modèle laïque, dans un profond respect. Peut-être êtes-vous originaire de là-bas. Et sur la problématique de la continuité globale, je ne pense pas, et j'ai toujours affirmé qu'on ne peut pas imaginer avoir des politiques de rééquilibrage s'ils n'étaient pas dérogatoires au droit commun, notamment en matière fiscale. Donc je pense que c'est le biais fiscal, et je pense que c'est autour de ces territoires qu'il faut des zones franches fiscales, parce que sinon elles ne s'en sortiront pas. On peut les accompagner sur, en quelque sorte, l'enracinement dans l'environnement régional, que ce soit pour les Antilles, que ce soit pour La Réunion, que ce soit pour Polynésie, Calédonie, Wallis et Futuna, ou que ce soit pour Saint-Pierre et Miquelon avec le Canada. Ça ne suffira pas si l'État n'accompagne pas de manière extraordinaire et dérogatoire. Et ce n'est pas des sommes énormes. La réalité, c'est que ce ne sont pas des sommes énormes qui permettront d'améliorer la situation. La vraie question, c'est comment, à quelques territoires près, on arrive à développer une structure économique endogène qui permet de créer des emplois pérennes. La Réunion peut le faire, elle a une démographie vigoureuse et elle a un taux de croissance relativement soutenu. La Calédonie a de la richesse avec le nickel et dans un environnement plutôt positif entre l'Australie et la Chine. La Polynésie, c'est un archipel qui est grand comme l'Europe, c'est plus complexe. La Guyane, c'est une immense forêt, c'est grand comme le Portugal. Et là, il y a des interrogations autour de l'avenir du plateau continental. Est-ce qu'il y a des richesses en dessous ou pas?
Et les Antilles sont dans un arc caribéen avec un très grand voisin qui s'appelle les États-Unis et avec un besoin de France et un besoin d'Europe qui nécessite et qui exige une solidarité. Saint-Pierre-et-Miquelon, c'est un cas particulier, mais qui est aussi un élément de l'identité de la France en la matière, puisque c'est le mariage de populations de Bretons et de Basques qui sont installés sur cette côte et qui font vivre la France là-bas. Et ça aussi, c'est l'histoire. Merci. Je demande à mes collaborateurs si la seule fille qui n'a pas de question peut poser une question ou pas. Alors, question courte, réponse courte. Rapidement, vas-y. Alors pour faire très très court, vous avez parlé du burkini, on a bien compris votre positionnement dessus, mais vous avez dit que le burkini c'était un moyen de lutter pour la dignité de la femme. Et du coup, moi ma question c'est par rapport à cette égalité, cette dignité de la femme. Est-ce que vous pensez que le seul terrain pour le combat égalité homme-femme c'est le burkini? Est-ce que vous voyez pas d'autres terrains comme l'entreprise, la politique? Non mais bien sûr, bien sûr. Enfin, il se trouve qu'on a quand même beaucoup parlé du burkini. On a beaucoup parlé du burkini et c'est d'ailleurs en l'occurrence, sont les questions qui ont amené à parler de cela. Je pense vraiment que cette question-là, c'est un combat pour les femmes. Et évidemment, l'égalité dans le monde de l'entreprise, ça fait partie du combat des femmes. Sur la question d'égalité salariale, il y a évidemment encore beaucoup trop de retard. Sur l'égalité au sein de la représentation politique, ça se rattrape, mais c'est quand même très loin et c'est assez marginal. Le vrai objectif, il est là. Puisque vous parlez quand même de ce sujet, il y avait un mouvement féministe qui était très fort et très puissant dans les années 60 et 70. Et il y a eu des conquêtes exceptionnelles et formidables. Moi, j'ai un regret, c'est que ce combat féministe, aujourd'hui, il est fracturé avec un féminisme relativiste tel que Elisabeth Badinter l'a mis en lumière et qui, aujourd'hui, s'accommode de beaucoup de choses. Et le combat n'est plus aussi unitaire, et je pense là-dessus que ce serait extraordinairement précieux s'il y avait un combat unitaire avec un féminisme qui porte ces sujets de société, quels que soient ces sujets de société, dans l'entreprise, dans la vie publique, dans la prise de responsabilité ou dans les sujets de société qui peuvent nous animer comme aujourd'hui. Désolée pour les questions, on va s'arrêter là. Alors pour le mot de la fin, je voulais simplement remercier les personnes qui sont venues aujourd'hui, donc Madame Marie Bagé, Monsieur Zamit. Je voulais aussi remercier Monsieur Barouin, évidemment, nous avoir fait l'honneur de sa présence et d'avoir répondu à nos questions sans concession, d'avoir débattu sans concession aussi. Voilà, je voulais remercier aussi Théodore, Julien et Rémi pour votre question, pour votre édito. Et voilà, merci beaucoup. Merci à vous.